Oh, excusez, je suis occupé, là. Je travaille, je ramasse des raisins. Fait que, on se reparlera tantôt, OK? Parce que je travaille, là. Bienvenue à l'émission à la découverte de votre région. Eh bien, aujourd'hui, je suis au vignoble de Saint-Gabriel pour vous faire découvrir le métier de vigneron. Un métier qui est super facile, vous allez voir ça, n'importe qui peut faire ça, n'est-ce pas? Pas sûr de ça. Ah non? Non, moi non plus, je suis pas sûr, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'ouvrages, puis ça prend du temps, c'est long. On va découvrir tout ça avec le propriétaire, ici, M. Paul Jaudoin, le propriétaire du vignoble de Saint-Gabriel. Bonjour, M. Jaudoin. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, vous-même? Ben oui, merci beaucoup. Merci de nous accueillir ici en cette si belle journée. Et moi, j'aimerais commencer au début avec vous. J'aimerais savoir comment vous est venue l'idée d'être vigneron. Premièrement, vous êtes arrivé en quelle année ici? On est arrivé, on a acheté à peu près en 2000. Vous avez acheté en 2000? Oui, la propriété qui était quand même abandonnée à cette époque-là. C'est une terre agricole abandonnée. OK, fait que vous, quand vous êtes arrivé ici en l'an 2000, vous avez décidé que c'était ça que vous vouliez faire, les vignes, là. Pas nécessairement. On voulait, c'est un projet de retraite, on voulait cultiver des petits fruits, mais pas nécessairement de la vigne. Fait qu'on s'est informé, puis c'est une terre qui est quand même aride, très rocailleuse, puis la vigne, c'est ça qui se prêtait le mieux à ce type de sol-là. Fait que donc, quelqu'un qui veut devenir vigneron comme ça, il décide, il prend des vignes puis il les plante, ou il faut avoir une formation d'être vigneron? Il faut avoir une formation. On a suivi beaucoup de cours et on sait évidemment, au Québec, il y a des gens qui vendent les vignes et ces gens-là nous ont beaucoup aidés à savoir quel cépage implanter ici, de quelle façon, dans quel sens. Puis on a eu beaucoup de formations aussi par le MAPAC, l'UPA. Fait que donc, vous êtes arrivé ici en l'an 2000. Oui. Vous avez commencé à planter en quelle année? On a commencé à planter en 2003, à raison de peut-être 1500 à 2000 vignes par année. 1500, 2000 vignes. Et aujourd'hui, on a 36 000 vignes là, de plantées. 36 000 vignes Oui. de plantées? On Oui. va aller faire un petit tour d'un vigne dans quelques instants. Mais ces vignes-là, quand vous les plantez, est-ce que c'est annuel, ça, ou bien non, il faut les replanter à chaque année? Comment ça fonctionne? Une vigne, ça a une durée de vie d'à peu près 50 ans. Et autrement dit, quand on les plante, après 4 ans, ça commence à produire. Ça va monter jusqu'à 25 ans, la production, et après ça, ça régresse tranquillement jusqu'à 50 ans. À 50 ans, on les arrache. On est obligé d'en replanter d'autres. Exact. Allez-vous être là dans 50 ans, vous pensez? On sait pas. On sait pas. Avec la science, on sait pas. C'est vraiment de toute beauté, le champ ici qu'on a avec toutes ces vignes. Vous aviez dit qu'on avait 36 000? On a 36 000 cèpes, 36 000 vignes. Qui donne combien d'hectares comme terrain? On a 14 hectares en vigne. On est planté quand même assez large. Si vous regardez, on est au 3,5 mètres entre les rangées. Là. C'est large par rapport à l'Europe ou même par rapport au canton de l'Est, mais c'est parce qu'on voulait avoir de la machinerie standard pour travailler. OK. Étant donné que j'ai beaucoup de vieux tracteurs, on s'en sert pour ça. Puis est-ce que je peux voir, vous êtes toujours en continuité, vous continuez à planter de la vigne, là? Oui, Est-ce que je peux tout à voir à fait. l'autre bout là-bas, là? Oui, exact. Si vous regardez à l'autre bout, là, on voit un peu la portion où ils sont en train de planter ce matin. OK. Parlez-moi des étapes. Quand on est vigneron, là, on a planté nos vignes, on commence l'année au mois de mai. Comment ça fonctionne, les étapes pour le Début vin? mai, c'est la grosse étape, c'est la taille. La taille, c'est l'étape, je dirais, la plus importante à faire parce que les vignes, ça se développe beaucoup. Le bois de l'année passée, le vieux bois, il est resté sur les broches qu'on voit partout. Il faut rabattre ça, il faut tailler ça, il faut garder juste un certain nombre de bourgeons au bas des vignes. Sinon, la production ne sera pas bonne. Si on garde trop de bourgeons, on va se retrouver avec, mettons, 50 grappes de raisin, mais
le raisin ne sera pas mûr, ne sera pas bon, les raisins vont être petits, ça ne fera pas une bonne qualité de vin. Il faut garder entre 20 et 25 grappes par plant. Fait que ce qui veut dire du mois de mai, la récolte, elle se fait au mois d'octobre. Exact. Ça veut dire que du mois de mai au mois d'octobre, là, tout ce qu'on fait, c'est on coupe les vignes, puis on les désherbe. C'est tout ce qu'on fait durant ces mois-là? Oh, non. La grosse étape, comme cette année, il pleut beaucoup, une des grosses étapes, c'est de relever les vignes, le palissage qu'on appelle. Avec tout le système de broches qu'on voit, on rentre les branches dans ces broches-là pour pas que ça pende et pour pas que ça soit accroché par la machinerie, justement. Parce qu'on fait des arrosages aussi pendant l'été. On a besoin, à cause des maladies, on a besoin d'arroser avec certains produits, même en bio. Et la machine qui passe, ça accroche toutes les branches, mais on va toutes briser. À ce moment-là, il faut que ça soit palissé. Il faut que les branches soient rentrées en arrière des broches. OK. C'est pour ça qu'on a un système, on a quatre ensembles de broches, je vous dirais, par rangée de vignes. OK. Puis on rentre ça à mesure que ça pousse. Fait que là, vous avez soulevé un bon point. Vous avez dit qu'ici, le vignoble, c'est des raisins bio. Oui, on est en bio. Alors, pourquoi bio? Pourquoi vous avez sélectionné, vous avez choisi d'être bio et non pas normal comme tous les autres vignobles? Mais moi, je viens d'une ferme au départ. Mon père avait une ferme laitière qui n'était pas du tout en bio. On est habitué de se laver les mains dans le DDT. Vous savez c'est quoi du DDT? Et on a eu des produits chimiques en masse. Nous autres, à cette époque-là, c'était très chimique. Et je voulais pas revivre ça, fait que... Vous avez décidé d'aller On bio. s'en dans la bio. On est certifié par Écossaire Canada. OK. Fait que donc, on fait le taillage, on fait le désherbage, on fait le palissage, vous m'avez dit? Palissage. Et est-ce que c'est tout ou il y a d'autres étapes là, Bien, jusqu'au mois de Toujours le octobre? désherbage qui suit tout l'été, arrosage. Après ça, milieu du mois d'août, on va commencer à poser les filets anti-oiseaux. À la grandeur du champ, on installe sur chaque rangée de vignes des filets. Ah, c'est pour les oiseaux, ça? oiseaux. Moi, je pensais que c'était pour l'hiver. Non, Ça, c'est pour l'hiver, les on oiseaux. n'a pas besoin de rien. C'est vraiment pour les oiseaux. Parce que les oiseaux aiment manger les fruits, c'est pour Tout ça? à fait, exact. C'est OK. un fruit sucré, c'est très apprécié par les oiseaux. On commence au milieu du mois d'août. Ça dure un bon 2 semaines. C'est un assez bon job aussi, assez Oui, bon j'imagine, travail. hein? Oui. Puis j'imagine que ces filets-là, à un moment donné, ils se brisent par les animaux, puis les choses comme ça? Et ça, c'est l'autre travail. Quand ils sont installés, bien, on a des travailleurs qui les réparent et qui réparent les trous. OK. Parce qu'effectivement, à force de les poser, bien, il s'est formé des trous. On passe toutes les rangées. Puis À la main. C'est cousu à la main. Il y a une étape qui s'appelle les vendanges en verre ou quelque chose comme Oui. ça. Qu'est-ce que c'est? Les vendanges en verre, c'est qu'on revise, et surtout une année pluvieuse comme cette année, pas beaucoup de soleil. Comme je vous disais, il faut qu'on garde toujours nos 20 à 25 grappes, pas plus. Fait que donc, le vendange en verre, c'est d'éliminer les grappes de trop. les grappes de trop. Mais êtes-vous là en train de vous asseoir et les compter puis dire « Ah, OK, il y en a 27, je vais en couper 2 » Non, Comment ça fonctionne? les travailleurs sont quand même habitués, puis à l'œil, ils voient qu'il y en a trop. Ils ne comptent pas, là, sinon ça serait trop fastidieux, mais OK. ils le savent pas mal. Puis étant donné qu'on est bio, hein, on ne met Oui. pas toutes sortes de cochonneries sur nos vignes, Exact. mais vous les arrosez quand même à un moment donné. Oui. Vous On les- arrose comme aujourd'hui. Il est en train d'arroser avec du cuivre. C'est un mélange de cuivre et de chaux. Du cuivre en poudre et de la chaux. La chaux fait que ça adhère au feuillage, puis ça va protéger les vignes. En réalité, nous autres, on y va toujours en préventif. Il annonce de la pluie pour les 2 prochains jours. La veille, on applique du cuivre. Ça va protéger jusqu'à 20 mm de pluie. Mais s'il tombe plus que 20 mm, il va falloir recommencer. Ah oui, fait qu'à chaque fois... Hey, mon Dieu, vous avez dû recommencer très souvent au mois de juillet. On a fait beaucoup d'arrosage cet été. Ça doit, hein? Oui. Après les vendanges en verre, est-ce qu'il y a une autre étape avant les vraies vendanges? Mais là, on va après ça, comme je vous dis, on va appliquer les filets. Il y a une courte période où c'est moins réparation des filets. Puis là, après ça, il y a une courte période où c'est moins occupé, qui va être un petit peu au mois de septembre. À ce moment-là, on a besoin de 5-6 travailleurs. Bon, bien, on finit la plantation. On va faire différents autres travaux. Et s'il y a de la réparation de fossés à faire ou du nivelage de terrain. Fait qu'il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Fait que là, on est rendu
aux vendanges. Exact. Quand vient le temps des vendanges, c'est qu'on ramasse les grappes, on ramasse les raisins. Est-ce que c'est votre petite équipe de 12, 15, 16 personnes qui fait ça? Notre équipe dirige des groupes de 60 personnes qu'on monte. Les gens s'inscrivent. C'est des bénévoles qui viennent ici. On leur fournit les repas et ils ramassent le raisin. On leur fournit les ciseaux, les petits sécateurs qu'il faut pour tailler les grappes. Et nos travailleurs les dirigent dans les bonnes rangées, évidemment. Et ils s'occupent de ramasser aussi les chaudières quand ils sont pleines. Fait que ça aussi, c'est fait à la main. Là. On n'a pas de machinerie qui passe pour ramasser les raisins. C'est fait à la main. C'est fait à la main. Oui, les gens, faut-tu qu'ils ramassent raisin par raisin ou ils coupent la grappe? C'est vraiment taillé par grappe et ça s'accumule quand même assez vite. Une chaudière, c'est quand même assez vite rempli. Surtout avec des groupes de 60 comme on fait, là, ça... Une soixantaine de bénévoles. Et ça dure combien de jours, ça, là? On fait 4 à 5 jours de ramassage comme ça, puis après ça, normalement, on a fait le tour. C'est ramasser ces raisins-là, on s'en va mettre ça en cuve. C'est ça, dégrapper, mettre ça en cuve? Dégrapper. Puis ça se passe de l'autre côté. Exact. On va-tu voir comment ça se passe? Bien certain. Allons-y. Bon, bien, c'est un qu'on a récolté les raisins. Moi, je suis prêt. Ben oui, vous le voyez bien, là. On va aller dégrapper les raisins, hein, puis on va les piler dessus, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, je pense, hein? Pas vraiment. Non? On a quand même... C'est plus rapide. Ça peut se faire avec les pieds, mais on a quand même une machine qui s'appelle un fouloir égrappoir. C'est pas mal plus rapide. Ah, fait que j'aurais pas le plaisir, moi, là, de piler des raisins comme on faisait avant, là. Non, puis c'est surtout que les gens n'auront pas le plaisir de goûter à votre jus de pied. Effectivement. Alors, comment ça fonctionne quand on veut dégrapper? Évidemment, quand on arrive avec les chaudières, elles sont aux 3/4 pleines. On les vide dans cette machine et ça conserve seulement ce qu'on appelle le mou. Le liquide avec le raisin lui-même, un peu écrasé. La grappe sort ici. Ah oui, la grappe sort là. On se retrouve juste avec les grappes bien sèches ici. OK. Et le reste, c'est pompé dans les cuves. Le rouge est pompé dans les cuves. Le blanc, on le presse tout de suite. OK. Fait que donc, vu que c'est pompé dans les cubes, ça s'en va de l'autre côté automatiquement? Ça s'en va de l'autre côté, oui, effectivement. Allons voir ça. Bon, bien, maintenant que j'ai pas eu le plaisir de me mettre les deux pieds d'un raisin, hein, bien, c'est une chance pour vous. Une fois que c'est dégrappé, qu'on a enlevé les grappes après les raisins, le jus, la pelure et tout le raisin se ramassent dans des cuves, c'est ça? Pour le raisin rouge. Mais le raisin blanc, lui, il est pressé tout de suite. Il est pressé tout de suite. Oui. Pourquoi lui est pressé comparativement au rouge? C'est une méthode qui est comme ça. Ça se fait de tous les temps de cette manière-là. OK. Le blanc, pressé tout de suite. Le rouge, on le fait fermenter. Le blanc, en réalité, il est pressé puis il est retourné en jus propre, si on veut, semi-propre, en cuve pour être fermenté. Mais Plusieurs jours ou... Une dizaine, 10-12 jours, lui aussi. Pour le vin blanc. Mais le rouge, lui, il est loin d'être propre. Il est un peu liquide vraiment épais parce qu'il y a tous les raisins avec. Ouais. Lui, il est dans les cuves, puis on part la fermentation. Fait que donc, ça reste dans les cuves pendant à peu près combien de temps? Je vous dirais une douzaine de jours. Une douzaine de jours. Une fois que la fermentation est terminée, on passe ça dans la machine pour la presse. La presse, le rouge. Là, on est rendu au rouge, on presse le rouge. Là, il a été fermenté, on le presse, on redécuve, on retourne ça encore en cuve. Mais là, question ridicule, un petit peu comme ça, là, à partir de la cuve pour se rendre à la presse, c'est transféré comment? On a des pompes. On a un système de pompes. C'est tout. Si vous voyez, là, on ne le voit pas très bien, mais en bas de la presse, il y a une grosse panne. OK. Et cette panne-là, le liquide tombe dedans et il est pompé dans les cuves. On a tout un système de pompe. OK. Fait qu'une fois que c'est retourné dans les cuves, on retourne en fermentation. Exact. Longtemps? Une douzaine de jours encore. Une douzaine de jours. Oui. Fait qu'on a fermentation, presse, retour à la fermentation. Oui. Et c'est là qu'à partir de là qu'on met ça en bouteille ou... Non. Le vin rouge qui est fermenté, donc là, son taux d'alcool devrait être rendu à peu près à ce qu'on veut, mettons 12,5. On le fait analyser, évidemment. Et là, on est rendu à l'étape où on fait décanter ça. Ça va se déposer. Parce que sinon, ça serait trop dur à filtrer. OK. Et pendant l'hiver, on décuve 2 à 3 fois pour enlever la lie. C'est là le terme lie, les grosses lies. Dans le fond de la cuve, il peut souvent y avoir un 4, 5, 6 pouces de lit, dépendant de la grosseur de la cuve, qu'on enlève. Et qu'on fait redéposer dans des petites cuves. Parce que
Les lits, en les déposant dans des petites cuves, vont se redéposer eux autres aussi et on va récupérer encore du vin. Fait que donc, cette fermentation-là, une fois ça dure longtemps, là. Vous dites que ça dure tout l'hiver, là. Oui, la deuxième fermentation, elle peut durer 10-12 jours, mais des fois, ça s'étend beaucoup plus que ça. On appelle ça une fermentation malolactique. Des fois, c'est long. Ça ne veut pas partir. C'est une fermentation il n'y a pas de levure d'ajouter et des fois, ça ne part pas. OK. Des fois, c'est très long. Il faut un peu chauffer les cuves pour que ça parte. C'est une période qui est difficile parce que le vin n'a pas de protection et il ne faut pas qu'il tourne. Fait qu'on surveille à tous les jours. On a des méthodes, on a des systèmes pour surveiller, voir si le vin est toujours correct, si la fermentation est finie. Mais dès que c'est fini, là, on ferme les cuves bien étanches, puis on arrête ça là. Et là, c'est là que le vin commence à se déposer. On décuve. Vous faites ça plusieurs fois durant l'hiver. Oui. Puis c'est rendu quasiment au printemps Oui. qu'on va Là, on est embouteiller? pratiquement au printemps. On n'est pas à la période d'embouteillage encore. Là, les blancs, on a fait la même chose. On les a décuvés 2-3 fois. Le blanc, lui, il va être filtré puis il va être embouteillé. OK. Le blanc, c'est toujours beaucoup plus rapide. C'est toujours le vin de l'année d'avant qu'on vend. Mais de l'année d'avant. Le vin qu'on a récolté, le raisin qu'on a récolté l'automne, on le vend au mois de mai. OK. Dans le blanc. OK. Mais dans le rouge, la plupart de nos cuves sont transférées dans la cave à vin pour être vieillies plus longtemps. Le rouge, c'est beaucoup plus de travail. Ça se compare pas. Fait que donc, c'est vieilli dans la cave à vin Oui. et c'est à partir de là qu'on va embouteiller. Exact. On va filtrer. On va le remonter, on va filtrer, puis on va embouteiller. On va-tu voir ça, la cave à vin? Parce qu'il paraît que c'est vraiment majestueux, cette cave-là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec, des caves à vin, hein? Non, il n'y en a pas beaucoup. On va en jaser. Oui. On s'en va voir la cave à vin. Parfait. Oh, je m'excuse, monsieur. On n'a pas le droit de boire ici. Ah, Caroline. Eh bien, nous sommes dans cette merveilleuse cave à vin qui, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez sombre parce qu'on me dit, puis c'est cool aussi, on me dit que le vin n'aime pas du tout la lumière. Hein? Il faut faire très attention à ça, n'est-ce pas? Exact. Les 3 qualités principales d'une cave à vin, fraîcheur. Fait que ici, c'est sûr que c'est toujours beaucoup plus frais qu'à l'extérieur. Là, on est à la période la plus chaude. On essaie de jamais dépasser 15 degrés. Mais la température varie en hiver 6. En été, on ne va pas plus qu'à 15. Mais est-ce que vous la contrôlez, votre température ici? Non, elle se contrôle seule. Ah oui? On est souterrain, il y a 2 mètres de terre par-dessus la cave. Fait que ça nous maintient pas mal toujours à la bonne température. OK. Donc, on a fraîcheur, humidité. Les barils, il faut que ça soit gardé à l'humidité, sinon ils vont perdre. Il n'y a aucune colle qui tient ça. C'est toutes ils appellent ça des douves, les planches, et il faut que ça soit tenu bien serré. C'est ce qui fait l'étanchéité de ces barils-là. OK. Et humidité, fraîcheur, noirceur. Le vin n'aime pas la lumière. Jamais de néon dans une cave. Toujours une lumière le plus faible possible. Mais étant donné qu'ils sont dans des barils, ils ne voient pas nécessairement la lumière là, à ce moment-là? Non, mais quand on transfère, il y a des périodes où le vin nous arrive puis il est quand même un peu, pas à l'air, là, mais il voit quand même la lumière, là, fait qu'il faut pas. Fait que donc, on transfère les vins dans des barils ici pour le mettre en fût de chêne. C'est ça qu'on appelle du fût de chêne? C'est le fût, c'est le baril. Et on le met en baril pour lui donner, le faire vieillir. Ça vieillit bien. On s'est rendu compte avec les années, ça fait des centaines d'années que les Européens font vieillir du vin en baril. On s'est rendu compte que de le faire vieillir dans des barils de bois, des barils de chêne, ça vieillissait bien le vin. Il prend un petit peu d'air, il y a quand même un petit peu d'air qui rentre dans un baril, juste la bonne quantité pour vieillir. Parce que pour vieillir, ça prend un petit peu d'oxygène, mais vraiment très peu, il ne faut pas ouvrir les bouchons. Puis vous laissez vieillir ça combien de temps à peu près? Dépendant du vin qu'on veut faire, entre 6 mois et 2 ans. 6 mois et 2 ans. Oui. Là, ici, on a juste du rouge. Hein? Vous faites juste du rouge. Est-ce que c'est la priorité ici au vignoble? Est-ce que c'est seulement du rouge ou comment vous y allez avec... On vend présentement à peu près 60 rouge, 40 blanc. C'est sûr que la tendance était un peu au blanc. Là, on s'est rendu compte la dernière année que le rouge s'est revenu. Il y a déjà une grosse tendance au rouge. Ça, c'est des tendances qui sont
qui sont avec les différentes mises en marché. C'est mondial, le vin. Puis je pense qu'il y a des tendances qui sont créées à travers le monde. Là, dans le moment, tranquillement, je pense qu'on revient au rouge. Mais il y avait une petite tendance au blanc dernièrement. Puis j'imagine que vos vins sont vendus à la régie, à la SAQ? Non, nos vins sont vendus seulement ici. On produit à peu près 40 000 bouteilles par année et c'est tout écoulé ici. Nous autres, on vise l'agrotourisme avant tout. OK. Donc, les clients viennent chercher, déguster ici, puis faire les achats ici. Puis quand vous parlez de 40 000 bouteilles que vous faites par année, est-ce que vous réussissez à vendre ces 40 000 bouteilles-là? Oui, puis malheureusement, même, on en manque de plus en plus. Depuis 3-4 ans, si on avait eu 60 000 bouteilles, on les aurait vendues, mais... Ça veut dire que la qualité et le goût du vin est bon? J'imagine. Possiblement. Donc, vos vins se vendent seulement qu'ici, au vignoble. Oui. Et on peut retrouver ça, comment on appelle ça? Un chalet, un magasin? Comment vous appelez ça? Un chai. Un C'est chai. ici qu'on fait les dégustations et évidemment la vente des produits. Mais on dit seulement ici, on vend dans quelques épiceries autour. OK. À Saint-Gabriel ou dans À Saint-Gabriel, puis les villes proches, Louisville. On va jusqu'à, mettons, Lavaltrie, les métros IGA autour. Pas partout, mais quelques-uns. OK. Fait que donc, ça s'appelle un chai. Oui. CHAI? CHAI. CHAI. Allons donc visiter le chef, comme ça on va pouvoir peut-être commencer à déguster du vin, étant donné que j'ai pas vraiment le droit d'en boire ici, fait qu'on va aller visiter ça. Enfin, on va pouvoir boire, mais santé. Mais avant de boire, je voudrais vous dire que vous aviez une super belle cave à vin. Hein? De toute beauté. Vous êtes le seul ici au Québec avec une cave à vin? Non, il y en a quand même une coupe, OK. si on veut. Il y en a une des cantons de l'Est, une à Saint-Eustache, peut-être une ou deux petites ailleurs aussi. Mais vous êtes la plus belle cave du Québec. Si vous voulez. J'imagine que quand les gens viennent ici, est-ce qu'ils ont le droit de voir la cave à vin? Oui, on fait des visites guidées 2 fois par jour, tous les jours, 11h et 14h. Puis est-ce que c'est gratuit ou il y a un prix? C'est gratuit. Ou... Les Ah visites oui? sont gratuites. Vous faites ça gratuitement? Qu'est-ce qu'on voit dans la visite quand on visite le vignoble comme ça? La personne qui fait les visites guidées explique la construction, il explique aussi le champ, de la manière que la culture est faite. Ils font un peu le tour, là, si on veut. OK. Bien, manquez pas ça parce que c'est une très, très belle visite. Vraiment, là, ça vaut la peine de voir ça. Moi, j'avais jamais vu de cave à vin. Mais là, assez parlé. On est à l'intérieur du chai. Le chai. Le Oui. chai ici. Et nous sommes à la table de dégustation parce que les gens peuvent venir ici pour déguster. Nous sommes avec Marie. Marie qui s'occupe justement de la dégustation. Marie, je vais te faire parler un petit peu. Je vais décrocher mon micro. Puis, je veux juste savoir, Marie, combien ça coûte pour déguster ici les vins? Ici, pour la modique somme de 10,45 $, on peut goûter à 7 produits. On reçoit un beau verre comme ça en cadeau souvenir ensuite. Wow! Fait que les gens, je place mon micro, les gens peuvent donc venir déguster les vins. Oui. Puis il y a 7 vins à déguster. Puis après ça, s'ils veulent, ils peuvent passer au comptoir là. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. On passe au comptoir là pour aller acheter son vin. Ou on va parler tout à l'heure parce qu'il y a une salle à manger en haut. On va faire le tour, puis il y a une très, très belle terrasse à l'extérieur. Donc, les gens peuvent venir commander de la nourriture ici à l'intérieur. Et son vin, un verre de vin, bouteille de vin, puis aller à l'extérieur, puis manger et déguster ces super bons vins que j'ai hâte de déguster en masse. Alors, on y va, hein? Un petit coup. Santé. Bon, ben moi, je vous laisse. J'ai d'autres vins à les déguster. Maintenant que nous avons très bien bu, ben non, je ferai pas ça. Vous savez bien, on n'a pas bu, on n'est pas ici pour ça. On parlait tout à l'heure qu'il y avait la dégustation de vin. Ici, c'est le comptoir pour acheter soit la nourriture ou soit acheter des bouteilles de vin. Mais il n'y a pas juste ça ici, là, au vignoble. Qu'est-ce qu'on retrouve au vignoble? Mais comme on disait, vous avez toujours les visites de cave à vin qui sont à 11h et 14h tous les jours, 7 jours par semaine, 1er mai au 31 décembre, même les jours fériés. OK. On est là même les jours fériés. Du 1er mai, 31 décembre. Exact. Mais là, à part des visites, ça rouvre à quelle heure ici? De quelle heure à quelle heure, habituellement? 10h à 17h. De 10h à 17h tous les jours, Tous 7 les jours jours. par semaine? Exact. OK. Prenez-vous des vacances, des fois? On n'a pas le temps. C'est ça On le n'a pas métier le de vigneron. Même on dirait qu'à un moment donné, ça ne nous intéresse plus.
On est trop pris par notre métier. Ça nous intéresse plus, les vacances. Parce qu'il y a de l'ouvrage en tabarnouche ici, laissez-moi vous le dire. Fait que donc, après les visites, quoi d'autre qu'on peut faire ici au vignoble? Vous avez des sentiers pédestres où vous pouvez aller. Oui, Ils ont- parlez-moi de ça, les sentiers pédestres. Vous êtes affilié avec... Les sentiers pédestres, ils ont 4,5 km. Et on est justement affilié avec la ville de Saint-Didas, on entretient chacun notre bout du sentier. Et quand vous partez d'ici, vous vous rendez au barrage qui nivelle les eaux de la rivière Masquinongé. C'est une très belle place à Saint-Didas. Ça, c'est 4,5 km, ce qui veut dire que 4,5. si on fait l'aller-retour, c'est... 9 km. 9 km. Oui. Puis, les gens, ils ont-tu le droit de se stationner n'importe où pour aller faire la piste? Bien, idéalement, ils peuvent se stationner près de l'entrée des sentiers, qui est à l'autre bout, près du deuxième musée, si on veut. OK. Fait que c'est gratuit, là. Ils peuvent C'est venir. gratuit, il n'y a pas de frais. Même en hiver. Ça, c'est ouvert même l'hiver pour la raquette et ski de fond. Puis, quelle bonne idée d'aller marcher, faire sa marche, venir ici, prendre une bonne bouffe à l'extérieur avec un petit verre de vin, puis après ça, on s'en va chez nous, puis ça n'a pas coûté une fortune, là. Exact. Super le fun. Oui. Puis, il y a d'autres choses d'intéressantes ici aussi, je pense, hein? On a, évidemment, comme on disait tantôt, il y a les assiettes que vous pouvez consommer. On a des assiettes, on a comme 3 modèles d'assiettes. On prend ça sur les terrasses. Ou au deuxième étage, il y a une petite salle quand il pleut ou qu'il fait moins beau, là, que c'est plus frais. Mais idéalement, c'est de s'asseoir sur la terrasse pour voir la vue sur les vignes. Vous avez la vue directe sur le vignoble. Exactement. Bien sûr, faut pas manquer l'exposition de tracteurs. C'est pas des tracteurs jeunes, là. C'est des Non. tracteurs... Je dirais que c'est un peu dans vos âges, là. On a combien de tracteurs ici? On a 135 tracteurs antiques des années 1960 et plus vieux, de 1901 à 1960. Vous avez un tracteur de 1901 ici? Oui, Wow! Exact. Mais attendez un peu, là. 135. 135 tracteurs. Est-ce qu'on a besoin de tous ces tracteurs-là pour aller travailler dans le champ? On utilise, je vous dirais, 7-8 Ah oui? pour les travaux au champ, mais les autres sont vraiment exposés, sont fonctionnels, mais ils sont là pour les visiteurs. Mais là, parlez-moi, comment vous êtes venu à l'idée de dire, moi, je vais collectionner des tracteurs? Bien, pour tout vous dire, au début, j'ai commencé avec un. J'avais besoin d'un vieux tracteur. J'en ai acheté un, mais qui ne faisait pas l'affaire. J'en ai acheté un deuxième qui ne faisait pas l'affaire non plus. Je me suis retrouvé à un moment donné avec 7-8 qu'on a fini par rénover, mais on a commencé à... Je les avais étalés devant la vieille grange qui était ici, puis les gens arrêtaient pour venir les voir. Moi, j'ai fait le tour la semaine dernière des tracteurs, puis il y en a un puis un autre. Puis vous n'avez pas juste des tracteurs, j'ai vu des calèches, j'ai vu de l'équipement de ferme, j'ai vu plein de choses là-dedans. Au rez-de-chaussée des 2 musées, c'est les tracteurs. Au deuxième étage, c'est des antiquités. Le premier musée, c'est plus des antiquités domestiques, si on veut, qui regardent la maison. Le deuxième musée, au deuxième étage, vous avez des calèches, vous avez des instruments aratoires, beaucoup d'instruments pour les chevaux antiques, toujours, évidemment. Mais là, expliquez-moi comment ça se fait que moi, je suis arrivé là, puis j'ai vu une machine à boules. J'ai essayé de faire marcher la machine à boules, là, les anciennes machines, j'ai jamais été capable. Regardez ça, une ancienne machine à boules. Non, mais hey, est-ce qu'on met les 25 cents là-dedans? Hey, check les flippers, mon gars. Hey, coudons, sont où les boules là-dedans? On voit rien. C'est quoi cette C'est machine-là? un modèle de machine à boules, mais pour classer les patates. Ah! Fait que ça n'a rien à voir avec une machine à Non, boules. pas vraiment. Ah, j'ai essayé de la faire marcher, puis ça marchait pas. Il aurait fallu que je mette des patates dedans. Oui, exact. Bien, écoutez, merci infiniment de votre temps. fait plaisir. On rappelle que c'est ouvert ici du 1er mai jusqu'au 31 décembre, de 10h à 17h. Exact. Vous avez un site Internet. Oui. Hein, est-ce qu'on peut voir le prix des vins ou Oui, vous avez le prix des vins, vous avez le prix des assiettes et vous avez la photo des assiettes aussi. la photo des assiettes? Oui. Puis je vous le dis, c'est vraiment pas cher, c'est bon, puis les vins sont vraiment excellents ici. Et bio. Et bio, en plus. Ça, c'est important de le dire parce que c'est beaucoup de travail. Puis comme je vous disais en début d'émission, c'est facile d'être vigneron? Oh que non. Pas du tout. Parce que vous avez vu toutes les étapes qu'on a passées, là. C'est long, ça prend du temps, puis c'est du 24 heures, 7 jours par semaine, pendant de nombreux mois. Alors, ceux qui veulent devenir vignerons, là, pensez-y 2 fois avant de vous embarquer. Est-ce que la retraite s'en vient? Pas encore. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. Et moi, je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve à une autre émission de À la découverte de votre région. Bye bye.